et pas une façon d'écraser le particulier, et que l'universel a encore quelque chose à nous apprendre, qu'il peut être encore émancipateur et critique. Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 16h10 TU sur RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI. Comme chaque semaine et comme vous en avez l'habitude, en son et en images, vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live de RFI, de notre page d'émission, et vous pouvez aussi, dans la semaine, nous regarder et nous suivre sur la chaîne YouTube de RFI. Les présentations de ceux qui sont dans le studio avec moi aujourd'hui, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour messieurs. Bonjour Annie. Toujours présent. Ouais, on a l'habitude Rémi, mais tout le monde vous attend, c'est surtout ça. Marc Libra, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis le jefe Alejandro Valente. Bonjour Alejandro. Bonjour Annie, bonjour à tout le monde. Attention parce qu'Alejandro en plus il a un œil sur vous, il lit tous vos commentaires et quand il y en a un de temps en temps qui l'intéresse, eh bien il le dira en public. Absolument, je suis votre porte-parole. Alors, la vieille dame sur un volcan, c'est ce dont nous parlerons aujourd'hui pour commencer cette émission. La Juventus de Turin est attendue de pied ferme dans le très chaud stade de San Paolo à Naples. Mauricio Sarri et Gonzalo Higuaín retrouveront leurs anciens supporters avec une équipe redevenue leader du championnat italien alors que le Napoli en crise a chuté à la 14e place. Une bonne occasion de rebondir sans doute pour Koulibaly et ses camarades. Des colchoneros au tapis, l'Atlético Madrid a été éliminé de la Coupe du Roi par les amateurs de Cultura León. Que se passe-t-il dans l'autre équipe de Madrid? Faut-il s'inquiéter surtout pour le charismatique Diego Simeone qui apparemment a besoin de renfort? Et notre hommage aujourd'hui au cher disparu Emiliano Sala. Il y a un an, son petit avion s'écrasait en mer et entre le FC Nantes, son ancien club, et le FC Cardiff qui était devenu son nouveau club, rien n'est encore réglé. Dimanche, la rencontre Nantes-Bordeaux, ces deux anciens clubs, rendra un hommage à ce joueur emblématique et nous en parlerons dans cette émission. À Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Oi vita mia, oi cor, e questo cor si stata. Depuis 8 matchs, le Napoli ne sait plus gagner. Les regards sont interloqués. Les temps sont durs pour Gennaro Gattuso. Il y a une remise en question complète à faire. Cette équipe du Napoli est en crise. Du coup, le magma monte en température jusqu'à 1200 degrés et déborde. La bronca du public du San Paolo. C'est ce qu'on appelle une éruption. Dans le stadio San Paolo di Napoli, grazie. C'est la naissance d'un volcan. Strepitoso gol di Lorenzo Insigne. E al secondo minuto il Napoli si porta in vantaggio con una magia del suo uomo più rappresentativo, del suo capitano, Lorenzo Insigne. Tout aussi volcanique que le Vésuve qui domine Naples, les tribunes du stade San Paolo qui idolâtrèrent un jour Diego Armando Maradona. Elles seront prêtes sans doute ces tribunes à s'enflammer dimanche soir en clôture de la 21e journée du championnat italien. Le Napoli reçoit la Juventus pour un match toujours spécial dans ce calendrier, même si la Juve est revenue première au classement et les Azzurri sont eux seulement 11e. J'ai dit 14e tout à l'heure, mais c'est 11e. Un match à part cette saison, d'autant que l'entraîneur de la Juventus n'est autre que celui qui a récemment dirigé les dernières meilleures campagnes napolitaines, Mauricio Sarri, lui, le natif de Naples, qui connaît si bien son public, qu'il a déclaré ceci: s'ils m'applaudissent, ça sera un geste d'amour, et s'ils me sifflent, ça sera aussi un geste d'amour.
Xavier Barré, c'est pas toujours facile pour un entraîneur de revenir sur les traces. Là, on peut se dire quand même qu'il a peut-être laissé un bon souvenir, Mauricio Sarri, voire de la nostalgie. Surtout revenir à Naples, on sait qu'il y a énormément de passion. Gonzalo Higuaín d'ailleurs avait été copieusement sifflé lorsqu'il était revenu avec cette même Juventus. Mais il n'est pas né à Naples, alors c'est peut-être la différence. Oui, mais il y avait beaucoup d'amour pour lui parce que vous l'avez rappelé, il est argentin comme Maradona qui a été la superstar de Naples dans les années 80. Et puis il avait surtout marqué énormément de buts et il était parti un peu comme un voleur, sans même dire adieu au public. Dans le cas de Maurizio Sarri, c'est un peu différent, mais ce qu'il faut remarquer, effectivement, vous appuyez sur un point très juste, Annie, c'est que depuis que Sarri est parti, en fait, ça s'est pas très bien passé pour Naples, parce qu'avec Ancelotti, eh bien, il n'y a pas eu de révolution dans le jeu, il y a eu plus une gestion de ce qu'avait laissé Sarri et quand il a fallu transition en plus. Voilà, et quand il a fallu vraiment changer, rajeunir l'effectif, et on s'aperçoit qu'actuellement on est au bord de la catastrophe puisque aujourd'hui Naples joue plus pour le maintien que pour les places européennes. Effectivement, Naples aux deux visages, en perdition en Serie A, une équipe qui ne gagne pas depuis le 19 octobre dernier, mais qui a éliminé la Lazio dans une autre compétition cette semaine qui est la Coupe d'Italie. Alors, est-ce que cela peut rendre le match passionnant? En tout cas, écoutons-le, Mauricio Sarri, il est évidemment méfiant. Le Napoli, c'est une équipe forte avec des joueurs très bons techniquement. Bien que dans un moment difficile, cette formation peut poser des difficultés. Il faut donc y aller en sachant que ce sera une partie compliquée. D'un point de vue comptable, c'est une partie à 3 points comme les autres, mais d'un point de vue sentimental, c'est un match particulier pour moi, car mon rapport avec cette ville est très fort. On a l'impression peut-être, Alejandro, qu'il y a un petit moment de mieux dans cette équipe de Naples, mais face à la Juventus qui, elle, vient de rentrer dans son rythme de champion, c'est compliqué. C'est compliqué. Disons que le mieux vient surtout de la Coupe, parce que c'est en Coupe que Naples a réussi à relever un petit peu la tête. Et de son côté, la Juventus, après la défaite contre la Lazio, a retrouvé son rythme de croisière, porté par un Cristiano Ronaldo en grande forme. Retrouvé. Ce qui est étonnant avec Sarri, pour revenir un peu à la discussion que vous aviez tout à l'heure, c'est que quand il est parti, il est allé à Chelsea. Les gens ne lui ont pas vraiment voulu. Enfin, les gens, même les Napolitains, s'étaient mis presque à suivre Chelsea. Donc, il restait très derrière Sarri. Et aujourd'hui, c'est le fait d'avoir signé la Juventus. On sait qu'entre Naples et la Juventus, il y a une très vieille hostilité extrêmement marquée. C'est ça qui déconcerte un peu les Napolitains. Et on peut s'interroger sur la manière dont le public va réagir à la présence de Sarri. Bon, Higuaín, il sera sifflé par tout le monde. Mais est-ce que Sarri sera conspué par tout le monde ou est-ce que le stade San Paolo sera un peu partagé par rapport à lui? Oui, par rapport surtout au parcours finalement qu'il a avec cette équipe là-bas où il fait aussi un excellent travail. Rémi, Sarri est face à Napoli finalement. Ça peut se résumer à ça, mais ça sera un match compliqué. Compliqué, tous les matchs sont compliqués sur papier, mais généralement on se rend quand même compte qu'il y a peut-être une histoire d'honneur pour les Napolitains en ce moment où ça va pas très fort. Gennaro Gattuso a déjà tout dit par rapport à cet honneur, mais on constate quand même que bien qu'ayant parlé de tout cela, Llorente, ce n'est pas avec ça qu'il retrouve de la forme, que Calderon a complètement perdu son football, que Zielinski essaie de lever un peu la tête, que Manolas, qui est quand même l'un des piliers, ça ne va pas, et même Goulam, qui était titulaire, lui maintenant on cherche à le chasser. Donc, au fait, qui actuellement, au niveau du Napoli, essaie d'être quelque chose? Peut-être le gardien de but, oui, Ospina peut-être, c'est le bouclier, mais à part ça, véritablement, quand on regarde cette équipe du Napoli aujourd'hui, c'est éparpillé, c'est tactiquement très faible parce que Gennaro Gattuso, moi je ne trouve pas ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que quand on regarde le match de coupe, ils ont fait une assez bonne prestation et on s'est dit, peut-être qu'ils sont en train de se réveiller, mais en même temps, on est souvent habitué à ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut déjà mourir, il sort d'abord du coma et après on applaudit avant de vous dire adieu.
Marc, qu'on peut dire aussi pour cette équipe du Napoli, il y a eu ce malaise pendant la fin de la période Carlo Ancelotti, qui était le grand temps de la bonne campagne l'année dernière. Et puis cette année, l'effet Gattuso, qui est intervenu en fin d'année, n'a pas eu lieu. Et c'est vrai que je suis assez surpris parce qu'on parle simplement du jeu, mais il faut remettre en question ce qui s'est passé avec le président. Pourquoi Ancelotti s'en va? C'est-à-dire qu'il a fait preuve de courage en disant moi je ne veux pas rester dans cette situation-là. Et est-ce que les joueurs le suivent ou le suivent pas? L'ambiance est délétère. Elle est pas bonne l'ambiance. On prend Gattuso pour prendre qui on veut. En interne, c'est pas bon, ça ne va pas. Entre joueurs aussi. Enfin, Gattuso, il est nul quand même. Mais c'est pas le problème de Gattuso. Tu peux prendre qui tu veux quand t'as un dirigeant qui est derrière, qui fait n'importe quoi et qui va devant le coach, derrière le coach, qui te dynamite de partout. Tu peux faire ce que tu veux. Donc ça, c'est très compliqué. Je suis surpris qu'on n'en parle pas dès le départ parce que le mal, il vient de ce genre de choses. Quand tu as Ancelotti qui a fait une très belle campagne, qui sait tenir ses joueurs. L'année dernière, ils étaient au coude à coude avec la Juve. Exactement. Et puis oui, la transition ou pas, mais en tout cas, il était capable de choses et qu'on se permet de dire, ben non, moi j'ai fait des choix, je pars, je préfère laisser l'homme. Puis enfin. Et après, pour revenir à Mauricio Sarri, ce qui est drôle, c'est que quand il est encore à Naples, la Juventus lui fait les yeux doux, mais il dit non, je peux pas y aller de suite. Tiens, Chelsea, c'est très bien. Puis donc il reçoit l'offre. Attendez, je quitte Chelsea, je reviens de suite. Donc, je suis supporter napolitain. Chelsea l'a pas retenu non plus parce que ça s'est pas très bien passé. Oui, ça a marché 6 mois. Ouais, voilà. Mais si tu veux, il a fait part de ses envies que finalement la Juve, c'est mieux, je vais vite rentrer chez moi. Donc si tu veux, je suis supporter napolitain, je me dis mince, il a pris juste l'échappatoire, une porte de sortie pour mieux revenir à la Juve alors que dès le départ, c'était son envie. Et heureusement qu'il l'a pas fait, mais il l'a fait quand même. Donc je pense qu'il sera quand même un peu sifflé. Quand tu parles du départ d'Ancelotti, il faut pas oublier qu'une semaine après, il rebondissait à Everton. Donc c'est un départ qui semble un peu biaisé, je serais tenté de dire, parce qu'il aurait pu partir plus tôt. Il savait la situation à Naples. Mais il a pas autant d'argent que ça. Il a eu raison de traîner et de préparer sa sortie, parce que quoi qu'il arrive, c'était fini pour lui, enfin entre guillemets, par rapport à un dirigeant qui ne le désire plus. C'est un petit peu bizarre quand même. Mais surtout que c'est une équipe, Xavier, qui est quand même encore en Ligue des Champions. Donc Naples, et on sait qu'il y a un fond de jeu, on sait qu'il y a quand même une capacité et un talent. Mais en ce moment, je crois que Marc a raison. Il y a aussi ce contexte par rapport aux dirigeants, par rapport au malaise ambiant dans le club. Alors moi, ce qui m'interroge le plus, c'est qu'effectivement, la rupture, elle était plus entre Ancelotti et les joueurs. On sait qu'il a voulu les amener au vert, que ceux-ci n'ont pas voulu. Oui, mais c'était sur ordre du président du club. Voilà. Oui, d'accord. Mais donc, du coup, l'entraîneur qui arrive, Gattuso, on sait très bien qu'il n'a aucune autorité. Donc, c'est entre guillemets les joueurs qui reprennent la main. Et moi, je ne vois pas tous les matchs de Naples, mais j'ai vu le match contre l'Inter, qui était aussi un match très attendu. Et en fait, Naples a toujours ce fond de jeu. A toujours ce fond de jeu, et c'est ça qui fait mal au cœur, c'est qu'il continue à jouer bien au ballon. C'est une équipe qu'on prend plaisir à voir jouer. Alors face à l'Inter, effectivement, dès que vous faites une erreur, ça pardonne pas parce que c'est une vraie équipe de contre. On le sait avec Antonio Conte là, qui a monté ce commando comme il avait fait à Chelsea à l'époque. Face à la Juve, ça risque de faire pareil parce qu'on sait que face à Higuaín, face à Cristiano Ronaldo, face à Dybala ou un autre, dès qu'il y a une occasion, ça. Alors est-ce que Ancelotti, lui, je pense, a voulu un peu changer ce système de jeu qui avait été installé par Maurizio Sarri? Mais avec les joueurs dont il disposait, il peut pas le faire. Donc en fait, Naples, je serais tenté de dire, est contraint de mourir avec ses idées. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on aime cette équipe qui joue bien au football. C'est pas voir Naples et mourir, pourtant, la chanson. Mais malheureusement, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont sur 8 défaites, 6 victoires, 6 nuls. Donc ils sont en situation, on est très inquiet, alors que le début de saison par rapport à Ancelotti, ça se passe bien. Et là, ça gagne plus le week-end dernier. Fin octobre en championnat. Exactement. Ça devient. Et c'est juste quand le président décide de dynamiter son vestiaire et de faire passer à des joueurs. Quand tu es joueur de foot et que ton président vient te voir, tu sais, mon garçon, t'inquiète pas, le coach, mais moi je vais m'occuper de toi, t'inquiète. En fait, les joueurs, boum, ils sont rentrés dans la faille. Alors après, on fait sauter Naples, pas de problème. Ils en sont là aujourd'hui, c'est dommage. Naples qui recevra le Barça le 26 février prochain, ça sera en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Alejandro, quelques commentaires. Nos auditeurs sont passionnés par ces débats. Ils sont à peu près tous d'accord pour dire du aussi mal. Parce qu'on n'a pas trop entendu Rémi Ngono, c'est aussi une bonne explication. Si, on l'a entendu déjà. Ils sont tous à peu près unanimes pour être peinés par Naples. Il y a d'ailleurs Fidel Drop à rebaptiser les clubs Napoli. C'est très bien ça. Ismaël Moussa pointe la responsabilité des Laurentis, le président, qui est qualifié d'ingrat. Et puis il y a deux messages.
un pour Rémi de Marmanoudou qui dit qu'il a parié que vous allez donner 3 proverbes aujourd'hui. Donc il en a déjà donné un. Il a envie de gagner, donc il reste 2. Et puis une question pour Annie, pourquoi vous m'asseyez à côté de Rémi Ngono alors qu'on n'est jamais d'accord? Et vous trouverez quelqu'un qui soit d'accord avec Rémi. Alors c'est peut-être moins dangereux de vous asseoir vous, préfet, que Xavier, parce que là on se demande si ça en viendrait pas aux mains. Donc vous êtes toujours le garant d'une certaine tenue dans cette émission. Et Rémi, moi je voudrais vous poser une question sur la Juventus. Est-ce qu'on peut dire que la Juventus c'est aussi, alors on sait que c'est la Juventus désormais de Cristiano Ronaldo, de Dybala, mais est-ce que c'est aussi la Juventus de Rabiot? Oui, parce que Rabiot a été titulaire quand même 5 ans. Il a commencé les 5 derniers matchs et puis lors de la dernière rencontre, il a quand même montré qu'il avait surtout un grand apport défensif. Ça manquait déjà au niveau de la Juve qui avait une certaine fébrilité. Il a de la bonne relance, il a une certaine lecture. Et d'ailleurs, Sarri, pour une fois, a dû le féliciter. Par rapport à cette victoire contre la Roma, on a quand même vu qu'il a été génial au niveau du milieu de terrain. Donc, Rabiot, Rabiot, il a été totalement mis sous les teignoirs ou a été méprisé à Paris, tout comme Matuidi. Mais le voilà qui est en train de s'épanouir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à une certaine période quand même, il y a des joueurs aussi qui demandent d'être bien encadrés, d'être parfois pris comme des joyaux pour qu'ils n'aillent pas, pour qu'on ne regrette pas plus tard. Donc aujourd'hui, Rabiot s'épanouit avec une Juve qui véritablement a surtout un jeu très très bien huilé. Marc Libra. Je pense qu'en étant à côté de Xavier, je suis contaminé. Je suis pas du tout d'accord avec Rémi. il fait juste, aujourd'hui, il dépanne parce qu'il y a des joueurs qui sont absents. Il y a Emre Can qui a fait un petit peu des bêtises, donc il va revenir. Il y a eu un suspendu, je crois que c'est Betancourt qui a pris 4 matchs. Quels sont ses stats? Il a joué depuis le 5 ou le 6 décembre, il a joué des matchs. Quels sont ses stats? Pas de passe décisive, pas de but. C'est sûr que Rabiot il est sympa, mais il sert à rien en fait. Non, donc en fait, mais non, mais c'est Rémi nous a dit que c'était un bon défenseur. Mais tout de suite, si vous le dites, mais ça n'a rien à voir. Alors, mais moi aussi, je peux être un très bon défenseur en étant Marc Libra, ça c'est pas un problème. Aujourd'hui, malheureusement, sa place, il va pas la récupérer, il va la perdre. Non, soit dit en passant. Vous êtes toujours en train toujours de louer le travail, tout comme moi, d'Ngolo Kanté. Regardez ce nombre de statistiques. Lorsque vous regardez la position de Rabiot, vous voulez déjà qu'il soit attaquant à la place de Ronaldo, qu'il soit à la place de Dybala, qu'il soit à la place de qui? Rémi, on compare pas N'Golo Kanté qui est là et Rabiot qui est là. Attendez, même quand vous prenez des joueurs comme par exemple, et qui n'est pas en équipe de France. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il me compare ce qui se fait de mieux avec quelque chose qui est. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous les auditeurs, personne ne comprend que vous défendiez Rabiot. Mais c'est pas possible. Il n'est pas dans le coup. Il joue parce qu'il y a eu 3 joueurs qui sont absents. Emre Can a eu des petits soucis, déclaration ici et là. Betancourt. Donc, quoi qu'il arrive, il avait super challenge pour lui et il a pas de passe décisive. Alors oui, c'est bien. Bon, il défend bien. Mais la Juve aujourd'hui. C'est un peu nouveau quand même, ça, Marc. Pour Rabiot. Mais t'es nouveau pourquoi? Il refusait le poste de milieu défensif au PSG. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais là-bas, tu le fais pas. Donc ça, je serais tenté de dire. Si tu prends Rabiot pour dire, eh ben écoute, il défend bien. Mais il est milieu défensif à la Juve. On te le dit. Il est en train d'exécuter les tâches, les missions qui lui ont été assignées par le coach. Et vous, Marc Libra, qui n'êtes pas le coach de la Juve, vous voyez l'équipe fait un très très bon travail, que l'équipe est bien équilibrée. Ou on dire non, moi je voulais la passe décisive. Finalement, cela veut dire que vous voulez que les défenseurs fassent les passes décisives, que les milieux défensifs passent les passes décisives, mais finalement, la tâche qui est assignée au milieu offensif de faire des passes décisives, vous dites non, ce n'est pas ça. J'attendais ça de Rabiot qui n'a pas joué au Paris Saint-Germain. Vous êtes toujours comme ça quand vous voulez écraser quelqu'un. Vous l'écrasez jusqu'à ce que poussière s'en suive. Pas du tout. Je veux juste, quand je le regarde, qu'il soit aussi important dans certains matchs du PSG, qu'il ait de l'influence. Là, quand on le voit jouer, il n'a pas d'influence. Quand on n'est pas passeur et pas buteur. L'entraîneur est en train de mentir. L'entraîneur a félicité 2 joueurs. L'entraîneur a besoin de lui. L'entraîneur a félicité 2 joueurs. Il a félicité Cristiano Ronaldo, que vous n'avez jamais voulu aimer, qui pourtant, pour la 11e saison consécutive, a réussi à dépasser toujours la barre des 30 buts. Mais c'est pas possible. N'importe quoi. Ah non, mais attendez. Si l'entraîneur le dit.
si l'entraîneur le dit, et si aujourd'hui il y a de bons résultats, eh bien il y a un proverbe africain qui dit on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Point. Donc c'est grâce à Rabiot. C'est le deuxième. Allez, on si continue. la Juve gagne, c'est grâce à Rabiot. Oui. On verra ça dans une dizaine de matchs et on vous réinvitera tous les deux. Dimanche, en tout cas un peu plus tôt du côté de l'Italie, c'est à signaler, eh bien, il y aura le derby romain. Ça sera dans le Stadio Olimpico avec 60 000 spectateurs. L'AS Rome, la Roma, comme on l'appelle, qui reçoit la Lazio, 3e du championnat. Encore un petit mot, Alejandro, avant qu'on change de sujet? Non, je pense que... juste pour dire qu'il y a à la Lazio un buteur incroyable, c'est Ciro Immobile, qui en est, je crois, à 23 buts, qui est le meilleur buteur européen actuellement. Devant Cristiano. Voilà, et Messi aussi. Et donc, qui est vraiment un phénomène incroyable, parce que c'est un joueur qui finalement se confirme, se bonifie un peu sur le tard, comme beaucoup de buteurs italiens d'ailleurs, qui a été un peu trimballé au début de sa carrière. Il est allé à Dortmund, il est allé à Séville, ça n'a pas marché. Dortmund, ça n'a pas marché pour lui. Et là, finalement, la Lazio, il a vraiment trouvé un club à sa taille, avec de bons joueurs autour de lui, un vrai collectif. Alors là, ils ont été éliminés à Naples, mais ça a été un match un peu biaisé parce que ça s'est joué à 10 contre 10 une grande partie de la partie. Mais bon, je crois beaucoup à cette Lazio pour peut-être venir perturber le duel Inter-Juve pour la conquête du titre. Oui, bien sûr. On en a parlé avec Matteo Cioffi cette semaine et on ne les quitte pas des yeux, ces joueurs de la Lazio. On continue, on va vers l'Espagne. Voilà les matelas matelassiers qui passent. Ça fonctionne du côté des Colchoneros avec Correa pour Hector Herrera, écarte vers Saúl maintenant. Saúl qui va prendre sa chance, peut-être non. Cherche un centre, deuxième poteau, Saúl Ñíguez. Le coup de tête d'Alvaro Morata. Il permet à Ibar de faire le break. Un 6e succès cette saison, le premier dans son histoire face à Atlético. L'Atlético de Madrid, c'est matelassier, une défaite qui risque de coûter cher et peut-être aussi cher à Diego Simeone cette année. Malgré sa 3e place de Liga, ils sont déjà loin, les Colchoneros, à 8 points du tandem Barça-Real, eux qui, ces dernières années en tout cas, bataillaient pour le titre de champion d'Espagne. Hier, les joueurs madrilènes ont en fait été éliminés de la Copa del Rey par le Cultura Leonesa, le club donc de la ville de Léon, dans des conditions, alors météo dantesques, vous le savez, il y a une tempête, la tempête Gloria qui sévit dans cette partie d'Europe et c'est une tempête même mortelle en Espagne. Mais le Cultura Leonesa est un club de 3e division. Surtout peut-être Alejandro, on peut faire une petite parenthèse, mais on a l'impression que presque les équipes espagnoles ont du mal à s'adapter à cette nouvelle organisation de la compétition qu'est la Copa del Rey. Avant, on avait un match en aller-retour, et là, en fait, c'est un match sec, et on sait que le Barça et le Real ont déjà eu beaucoup de sueur froide cette semaine. Tous les clubs des premières divisions ont souffert dans cette première Copa del Rey à match unique. Et je pense que c'est une très bonne chose que ce système de match unique ait été introduit, car on sent que ça donne quand même beaucoup plus de suspense. Avant, une équipe de 3e division, même si elle réussissait l'exploit de battre une équipe de première division, au retour, elle s'est fait laminer. Donc là, c'est comme en France, effectivement. C'est nouveau pour les Espagnols, donc ils découvrent tout ça. Il découvre les petits poussés de la Coupe du Roi. Donc Barcelone, le Real ont souffert, mais c'est l'Atlético qui paye le prix fort puisque c'est lui qui s'est fait éliminer. Et même le tirage au sort, Alejandro, qui a été effectué tout à l'heure pour les 8e de finale, ne protégeait personne, mais il n'y aura pas de classico, pas encore en tout cas, puisque le Real Madrid ira jouer au Real de Saragosse, alors que le FC Barcelone recevra un club de Liga, le Leganés. Mais restons sur l'équipe de Simeone. Simeone, on le sait, à l'intersaison, il a perdu des cadres très importants. On a quand même l'impression que cette année, les choses ne vont pas très bien. Et écoutons-le, Diego Simeone, faire un diagnostic après cette élimination précoce hier. Felicitar al rival. Je n'ai plus qu'à féliciter notre adversaire. Quant à nous, il faut qu'on examine tout ça entre nous et évidemment qu'on s'améliore. Je suis le seul responsable de cette situation. Je possède un très bon effectif, de très bons joueurs et je suis sûr que très vite, on arrivera au résultat que nous attendons. Alejandro, est-ce que cette équipe peut arriver rapidement au résultat qu'elle attend? C'est
c'est compliqué. Disons que ces dernières années, on s'était habitué à une formule qui était assez simple, c'est-à-dire l'Atlético essayait de marquer un but, et lorsqu'il marquait un but, en général, on savait que c'était plié, qu'il allait être presque impossible de revenir et de marquer face à l'Atlético. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'est dit, si on marque but à l'Atlético, ce sera presque impossible pour l'Atlético de revenir, car ils ont beaucoup de mal à marquer des buts. Et c'est vrai qu'on voit la différence. Avant, il y avait une défense très forte et quand même des joueurs comme Griezmann, par exemple, qui pouvaient faire la différence à tout moment. Aujourd'hui, avec les départs des Griezmann, mais aussi des Godin, on a une équipe qui est beaucoup moins solide et qui, en plus, offensivement, n'a pas beaucoup de puissance. Marc Libra, qu'est-ce qu'elle a, cette équipe? Parce qu'on était habitué à l'Atlético lâcher de temps à autre des très bons joueurs, mais systématiquement réussissait à en réintégrer des bons buteurs. Voilà, c'est vrai que derrière, par contre, on avait les grognards qui restaient et qui restaient très longtemps. Là, certains sont partis. On a l'impression que l'édifice est plus branlant cette année. On a surtout des joueurs qui faisaient partie de la colonne vertébrale. Donc le centre de cette équipe, le cœur de cette équipe est parti. On a toujours Oblak, mais on a plus on a le toujours reste. Oblak qui est remarquable, qui les sauve de beaucoup de situations. Ouais. Et c'est vrai que les nouveaux joueurs qui rentrent, il faut déjà s'adapter à ce système de jeu qui est ultra, entre guillemets, pas forcément défensif, mais qui demande énormément d'énergie, énormément de travail. C'est-à-dire que quand on arrive, rappelez-vous, quand Griezmann on dit mais il va pas faire autant de travail, autant de boulot, c'est pas possible. Bah ouais, il a fait pendant de nombreuses années. Mais à un moment donné, voilà, si vous recrutez des joueurs, et il a voulu voir, mais ce qui est normal. Après, vous recrutez des joueurs, Joao Félix, ce qu'il y a. Est-ce que ça peut tourner? Est-ce qu'il est capable de faire les efforts? C'est pas mal, mais il lui manque des temps de jeu. Donc, on attend de voir. L'attaquant, Morata, certains joueurs, c'est difficile. C'est très difficile pour eux. Et comme ça demande énormément de taf et de boulot, si ça répond pas présent ou si de suite il y a une faille, c'est difficile. Mais quand vous perdez le cœur de votre équipe, on le voit dans des grandes équipes, vous perdez votre central, votre milieu de terrain et votre attaquant, c'est très compliqué. Xavier, justement, c'était sans doute risqué de miser sur un très jeune joueur, aussi doué soit-il. L'Atlético avait misé et cher sur João Félix, le joueur portugais qui est arrivé à l'intersaison, qui a été accueilli, on le voit derrière nous, grâce au Facebook Live, mais accueilli comme Velasquez et comme un monument historique, on va dire, pour ce qui était de Madrid. Et tout d'un coup, en fait, il a été blessé et il est encore très jeune pour pouvoir être le patron de cette équipe. Oui, c'est ce que disait Marc. Griezmann, quand il est arrivé il y a plus de 5 ans maintenant à l'Atlético, il avait une première saison un peu compliquée. Il s'était fait tancer par Diego Simeone et il a eu l'occasion d'en parler. Le jeu réclamé par El Cholo est extrêmement exigeant au niveau défensif pour des attaquants. João Félix, qui arrive de Benfica où c'était déjà un enfant star, forcément, pour lui, c'est un vrai changement culturel, un vrai bouleversement culturel d'arriver à l'Atlético. Et c'est d'autant plus délicat pour lui. On lui en demande trop? Non, je pense pas. Je pense qu'il va s'adapter parce que c'est un garçon mais on lui en demande trop tout de suite. C'est-à-dire qu'on lui en demande trop, d'autant plus que Thomas Lemar n'est pas au niveau, n'est pas au rendez-vous, et que Diego Costa est blessé. Donc du coup, vous vous retrouvez effectivement, vous l'avez très bien dit en présentation, avec un secteur offensif de l'Atlético et Simeone le dit dans l'interview, il a un effectif conséquent. Le problème, c'est que beaucoup de ces joueurs, et notamment dans le secteur offensif, sont soit défaillants, soit blessés. Du coup, il a plus tellement de choix, il n'a pas beaucoup de solutions pour faire tourner. On compte beaucoup sur Morata, qui est pas le super buteur dont a besoin l'Atlético, d'où l'importance de recruter Cavani. Et on sait qu'ils mettent la pression là sur le PSG pour essayer de recruter Cavani. Quelques jours, effectivement. Et donc, ils ont même augmenté visiblement l'offre, puisqu'ils étaient prêts à mettre 10 millions d'euros pour acheter les 6 derniers mois de contrat de Cavani au PSG, et ils mettraient jusqu'à 18 millions d'euros pour acheter 6 mois de contrat de Cavani. C'est dire qu'il y a vraiment un manque à ce niveau-là dans le secteur offensif à l'Atlético, et que Diego Simeone, pour sauver la saison, a besoin d'un joueur comme Cavani, dont l'expérience est précieuse, et surtout l'état d'esprit est exemplaire. Mais sur ce que disait, n'oublions pas, il y a les derbys contre le Real à Bernabéu dans une semaine. Il y a surtout l'importance d'acheter un joueur, c'est-à-dire que 18 millions pour un joueur qui reste 6 mois, c'est fou, mais il rentre dans un système de jeu d'un coach. C'est-à-dire qu'on n'achète pas un joueur pour dire tiens, exactement. Non, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui on sait qu'il va aller au charbon et que de suite il va. Enfin mais à un moment donné, est-ce que Simeone va s'adapter ou pas? Mais entièrement d'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, on peut dire Simeone va essayer de faire autre chose que du béton et d'avoir quelqu'un devant qui pilonne? Je pense qu'il peut pas. On est bien d'accord. Donc si son club se permet de lui dire on te donne même 18, peut-être qu'il va monter à 20, mais c'est dingue. C'est fou. Et moi j'adore Cavani, mais on sait qu'il va devoir aller au charbon. Et ça à la limite il sait le faire. C'est pour ça qu'ils insistent autant pour l'avoir. Est-ce qu'on peut se demander si on est face finalement à un changement d'air
du côté de l'Atlético Madrid et voir est-ce que vous pensez que Simeone, c'est un peu fini le système Simeone, en tout cas celui qu'on a connu? Ah oui, mais si c'était José Mourinho, Barré et son complice allaient sauter sur cette table pour dire que attention, il ne sait pas jouer au football, il n'a pas de tactique. Mais on voilà, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que Libra, il ose dire devant tout ce monde qui le regarde. Oui. Et surtout, c'est 1 milliard de personnes en train de te regarder en Afrique. Et tu dis que ce n'est pas le système défensif. Mais ce monsieur ne sait que jouer le système défensif. Or là, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, non, tu as dit que c'est pas le truc défensif. Donc aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que vous dites aujourd'hui que c'est Cavani est comme ça? On n'a jamais dit que Simeone était un entraîneur incompétent. Le problème, c'est quoi? Il n'est pas capable de changer sa philosophie. Finalement, faut pas dire n'importe quoi, monsieur 30 minutes de parole dans une émission. Allez, Rémi. C'est le contraire de ce qu'on a dit. 30 minutes. Trop de tunnels et tu m'empêches. Allez-y. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que d'abord, le système Simeone se reposait sur Diego Godin, avec Juan-Fran, avec bien évidemment, Luis Philippe. Puis, ils sont partis. Donc aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder ce qu'il est en train de faire, moi j'ai regardé les matchs d'Atlético. Vous regardez par exemple João Félix, qui a quand même été acheté à 127 millions d'euros. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'on dit? Même le maire de Madrid dit, c'est le plus grand joueur, la plus grande recrue que Atlético ait pu avoir. Et Simeone s'est dit, je vais quand même jouer offensif. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas offensif. Et quand vous prenez des perles de cette envergure-là, vous ne pouvez pas les utiliser à bon escient parce qu'il fait le Cholissimo, qu'il a pris chez Simoni à l'Inter Milan. Mais pourtant, Rémi, il a fait de Griezmann une perle quand même. Je vais vous dire une chose, même Griezmann, ce n'était pas ça. La preuve, c'est qu'il n'a jamais été meilleur buteur. Et je peux vous dire, même quand il gagnait contre Barça, c'est 22% de possession. Contre Bayern, c'est 19% de possession. Donc, chaque fois, ça a toujours été une contre-attaque éclair comme ça, qui part, on plante un but, après on met double but derrière. Donc, pour moi, ce n'est pas ça du football, ce n'est pas créatif, ce n'est rien du tout. Donc c'est la fin d'un cycle? Ah ben complètement fini. D'accord. Ah ouais, vous allez faire complètement fini. Avant vous trouviez Simeone génial, surtout quand il réussissait à marquer un but contre le Barça. Mais bon, ça a changé. Beaucoup, oui, mais parce que je me moquais du Barça. Beaucoup de nos auditeurs disent que Simeone devrait démissionner. Il y a Benjamin Laporte-Gabois qui pense en revanche que l'Atlético n'a pas digéré la défaite en finale des Supercoupes d'Espagne face au Real Madrid et que non, juste une chose qu'il faudrait signaler aux auditeurs quand même, c'est que cet Atlético a battu Barça. Ce qui signifie que Barça vient d'avoir une très bonne chance d'échapper à cette équipe de Leonisa Cultural. C'est pour ça que d'ailleurs vous êtes très contents parce que cette équipe de cuisiniers, des boueurs et de quelques troisième division a bien fait. Mieux que Ibiza. Ibiza vous a bien secoué, n'est-ce pas? Ouais, mais ils ont été ils ont battu le Barça, c'était leur et après ils ont perdu contre le Real. Vous pensez, Alejandro, que c'est à ce moment-là peut-être que les choses ont commencé à en tout cas, cette défaite les a beaucoup marqués parce qu'ils ont vu une certaine injustice à la mesure où Morata était sur le point de marquer le but de la victoire. Il a été séché par Valverde, donc le but était vide. Il s'estime en tout cas que l'Atlético a été un peu injustement éliminé. Et Rémi disait tout à l'heure qu'il y a des milliards de gens qui nous écoutent en Afrique, mais aussi il y a des gens qui nous écoutent ailleurs. Adj Khaled nous écrit depuis le Mexique. C'est le veto alors. C'est très compliqué de suivre le foot africain européen ici au Mexique. Alors grâce à Radio Foot, maintenant je suis à la page. Salut alors. Muchas gracias, Mexico. Xavier, juste pour terminer, mais c'est vrai que cette Super Coupe d'Espagne, alors on sait jouer offshore, on s'en était amusé, jouer du côté de Jeddah en Arabie Saoudite, reformuler, donc finalement les deux finalistes n'étaient pas les équipes qui auraient dû se retrouver en finale, et malgré tout ça a laissé des traces au Barça puisqu'il y a eu un départ de l'entraîneur, et maintenant c'est en train aussi de laisser des traces du côté de l'Atlético. Oui, c'est-à-dire que l'enchaînement des résultats fait que l'Atlético se retrouve un peu dans le dur puisqu'ils perdent cette finale de Super Coupe d'Europe au tir au but. Comme ils avaient déjà perdu une finale de Ligue des Champions face au Real il y a 3 ans, ou 3 ans et demi. Ils perdent ensuite contre Eibar l'accident en championnat
ce dont on avait parlé sur ce plateau, le fait d'avoir fait ce déplacement, d'avoir autant investi sur le terrain. Ils se sont fait cueillir par Eibar et derrière ils sont éliminés de la Coupe d'Espagne. Moi, je crois que c'est un mauvais passage, mais que l'Atlético va quand même finir 3e du championnat, comme d'habitude ou presque, quand ils sont pas 2e. Mais c'est vrai que le problème pour l'Atlético, et Alejandro l'évoquait tout à l'heure, ça va être le calendrier qui vient, parce que là, ils ont le Real Madrid dans 15 jours. Derrière, non même pas, dans une grosse semaine, ouais. Ils ont Valence ensuite, et puis après la double confrontation avec Liverpool en Ligue des Champions, qui est injouable actuellement. Mal, donc ça veut dire qu'on peut se retrouver mi-mars. Ça peut faire mal, mais ça peut aussi les relancer. Oui, mais bon, ça va être compliqué. Sur ce qu'on voit actuellement, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec. Liverpool a aussi quand même souffert contre le Wolverhampton, surtout lorsqu'ils ont perdu Sadio Mané. Et là, Sadio Mané, c'est vrai que jusqu'à présent, Liverpool ne communique pas, ce qui est déjà un peu inquiétant. Parce qu'il peut bien avoir un problème au niveau des ligaments, donc des ischio-jambiers. Et on a bien vu comment est-ce que Liverpool a souffert hier. Dans ce match. Beaucoup plus conséquent que l'Atlético, donc ils peuvent faire face. Et ce qui fait que l'Atlético peut se retrouver avec la saison terminée dès le mois de mars, en fait. Donc elle risque d'être un peu longue, cette fin de saison. Ce week-end en Liga, du côté de l'Espagne, on surveillera aussi la deuxième prestation pour ce qui est du championnat de Quique Setién et son deuxième match avec le Barça. Mais nous aurons rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer ce sujet. Le prochain entraîneur, c'est qui? On m'a dit que le Barça cherchait à contacter Florian et Alejandro Valente, ça sera dans la communication. Parce que là, dès qu'ils sont éliminés, là, bon, c'est Bengue qui arrive. Je peux dire un petit mot quand même d'un Français qui s'est illustré hier, c'est Lucas Giffard, c'est le gardien des Cultura Leonesa, qui a fait un match incroyable. C'est un gamin de 22 ans qui est arrivé par hasard. Un concours des talents qui était organisé l'été dernier a permis à cette équipe de le recruter. C'est le deuxième gardien de cette équipe, mais il se retrouvait titulaire hier soir. Et finalement, 10 arrêts. C'est un gars sur 25. 11 même. Et il a été formé à Bayonne. Et il avait essayé d'aller à Getafe, à Rayo Vallecano, il n'avait pas réussi. Et donc, bravo à lui, il a su profiter de sa chance. Et oui, et c'est aussi la magie des coupes de temps à autre. Allez, on continue avec une page un peu particulière aujourd'hui. Nous rendons un hommage. Il y a des images qui défilent pour ceux qui nous regardent aussi dans cette émission. C'est celle d'un clip qu'a concocté le FC Nantes pour rendre hommage à Emiliano Sala. C'était il y a tout juste un an. Le buteur des Canaries, l'Argentin Emiliano Sala, disparaissait dans l'avion qui l'emportait vers le Pays de Galles et son nouveau club, le Cardiff City FC. On mit plusieurs jours à se résoudre à cette tragédie parce qu'il y a eu des longues journées de recherche. Plusieurs jours donc à localiser aussi le corps et le petit avion. Finalement, ce corps ramené dans sa ville natale de Progreso en Argentine où il repose désormais. Un an après, l'émotion est toujours intense autour de Emi, comme on le surnommait en Argentine évidemment, mais aussi à Nantes. Il y a donc eu ce clip avec ses camarades qui tous ont une petite phrase pour lui devant la caméra. Dimanche après-midi, au stade de la Beaujoire, c'est une drôle de coïncidence. Xavier Barré, je me tourne vers vous parce qu'on sait que vous avez le cœur un peu canari. Le FC Nantes, qui est actuellement 4e du championnat et grâce notamment à l'entraîneur Gourcuff, reçoit les Girondins, 13e au classement, mais ces deux clubs ont été les deux clubs importants d'Emiliano Sala durant son séjour en Ligue 1, puisqu'il est entré par Bordeaux et il a terminé par Nantes. Et il y aura des messages, il y aura un hommage particulier. S'il y avait bien un match, effectivement, où c'était l'occasion de lui rendre hommage, c'était absolument celui-là. Il est arrivé à Bordeaux dans le cadre d'un accord qui a été passé par les Girondins avec le Proyecto Crecer en Argentine, et qui d'ailleurs est un contrat qui a duré 18 ans et auquel les Girondins viennent de mettre un terme. Ça tombe un peu mal, mais bon, c'était quelque chose qui avait été annoncé. Bon, voilà. Et donc, c'est Emiliano Sala, comme Valentin Vada aussi, qui est venu par cette filière, sont ces quelques joueurs argentins qui ont pu percer, qui ont eu cette chance de percer grâce à ce partenariat entre ces académies en Argentine, cette académie et les Girondins. Et donc le fait qu'ils viennent jouer ce match à Nantes, c'est vraiment le terrain idéal pour rendre hommage à Emiliano Sala. Maintenant, ce qu'on peut déplorer,
vraiment, c'est que la situation soit toujours aussi embrouillée d'un point de vue judiciaire ou d'un point de vue les deux clubs. Enquête, puisque on rappelle que le contrat avait été signé à Cardiff. Quelques heures avant l'accident. Emiliano était revenu saluer ses copains à Nantes et c'est sur le chemin du retour qu'effectivement il y a eu cet accident et depuis Cardiff, qui a été relégué d'ailleurs en Championship, n'a pas voulu payer les 17 ou 18 millions d'euros prévus. La FIFA a quand même donné, a condamné Cardiff à payer la première traite. Le tribunal arbitral du sport, il me semble. Ils ont condamné à payer les 6 millions de la première traite et Cardiff a fait un recours devant le tribunal arbitral du sport qui ne se prononcera. La décision a été repoussée au mois de juin prochain. Donc malheureusement, je serais tenté de dire ce drame qu'a vécu Emiliano Sala et sa famille, ce drame n'est toujours pas terminé. La plaie est ouverte à cause de ces histoires de gros sous qui continuent à tourner autour de ça. Justement, d'ailleurs, le bénéfice de tout ce qui se passera autour du match Nantes-Bordeaux sera reversé aux 2 clubs formateurs d'Argentine de Emiliano Sala. Alejandro, là-bas, du côté de Progreso, alors, je dis pas on espérait, mais en tout cas, à ce malheur, on croyait qu'il y aurait peut-être des choses positives qui se passeraient pour le petit club de sport. Et finalement, il n'est rien arrivé. Non, finalement, toute cette affaire un peu illustre de manière dramatique la dérive du football actuel dans tout ce qu'il y a de moins reluisant. Déjà cette équipe de Cardiff qui est en dessous de tout parce que ils ont fait le forcing pour avoir ça là et après ils essayent de se défiler des manières de leur responsabilité de leur responsabilité d'une manière totale et cette difficulté à faire appliquer finalement des règles élémentaires. La famille Salah évidemment en paye le prix fort et aujourd'hui dont le père est décédé entre-temps d'ailleurs, quelques semaines après. Le père est décédé. Donc c'est vraiment dommage et ça montre les côtés un peu sombres de certains clubs qui sont gérés par des affairistes et qui n'ont vraiment aucune empathie avec les joueurs ni avec le sport dans son ensemble. Rémi ? Triste et puis difficile souvent à évoquer ça parce que lorsqu'on va quand même à fleur de l'âge comme ça et puis surtout on ne connaît pas encore les conditions de sa mort, c'est ce qui est un peu le mystère, mystérieux dans toute cette histoire-là parce qu'on ne sait pas jusqu'où sont des responsabilités et peut-être c'est pour ça que vous allez voir que le club de Cardiff risquerait peut-être au regard de certaines enquêtes, de certains éléments avoir raison en disant que mais attendez par rapport à cet avion qui est parti s'écraser et qui était quand même piloté par un individu dont on ne sait qui l'a pris, qui l'a chargé à prendre tout et dont on ne sait même pas où il se trouve. Oui, le corps a disparu. Ah oui, parce que jusqu'à présent on dit quand même qu'il est porté disparu. Est-ce qu'il vit quelque part? Est-ce que c'était oui, parce que ça peut. Est-ce que c'était un complot? Donc cette histoire est tellement bizarre que si j'étais en Afrique, j'aurais dit c'est la sorcellerie. Bon, juste préciser une chose, c'est que l'agence anglaise chargée des accidents d'avion doit rendre le résultat de son enquête au mois de mars. Donc on espère en savoir un peu plus. Elle a beaucoup différé sa réponse. Pour terminer là-dessus, et vous l'avez vu sûrement sur les images derrière nous, alors il y aura le visage d'Emiliano Sala en photo qui sera sur le rond central. On sait que depuis les supporters, les ultras de Nantes, toujours à la 9e minute, en hommage au numéro 9 qu'il portait, lui rendent hommage. Et puis le maillot que portera l'équipe de Nantes au cours de ce match portera les rayures du drapeau argentin. Et ce joli maillot que vous pouvez voir en photo, ce maillot sera donc porté par les joueurs du club de Nantes. Ils renonceront à leur couleur jaune. Il était déjà mis en vente à Nantes, à la boutique, et tout est parti dans la journée, il n'y en a plus. Un maillot collector et dont les bénéfices iront à ces 2 petits clubs formateurs de la ville de Progreso. Allez, on termine par nos cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Marc Libra, votre carton, de quelle couleur et à qui? Rouge. Rouge parce que je voulais pas trop évoquer ça puisque pour moi c'est quand même assez scandaleux que des clubs comme Cardiff qui ont quand même beaucoup d'argent, même du côté de Nantes, il faut trouver la solution pour la famille. Ok, les causes, mais
Oui, ils me doivent 7, non, ils me doivent 6, ils me doivent 8 millions. C'est scandaleux. Ça pue, mais c'est pourri. C'est vraiment... Mais c'est ça le football. C'est juste l'image du football aujourd'hui, c'est ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est la réalité. Il y a quelqu'un de mort. Ah non, mais attendez, le transfert, il était venu, mais il est reparti. Pourquoi il est reparti dans l'avion avec qui? On ne savait pas. C'est d'une tristesse affligeante qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Alors, à qui ce carton rouge? À tout ce qui se passe aujourd'hui autour d'Emilio Sala, le regretter malheureusement, et surtout par rapport à sa famille, puisque le papa est décédé quelques semaines après, et qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose pour compenser, on va dire. La décision de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, peut-être qu'il aura un jour, mais arrêter avec, parce qu'il n'y a pas longtemps, oui, ils nous doivent 7 millions, non, on vous doit 6 millions. C'est scandaleux, il y a eu un mort. Le transfert était au départ de 17 millions. Xavier Barré. Un carton vert un peu pour retrouver la joie de jouer des terrains pour le club turc de Sivasspor qui est en tête du championnat turc, la Super League turque, qui ce week-end est allé gagner à Beşiktaş, à Istanbul, contre le Beşiktaş, alors qu'ils étaient à 10 contre 11 parce qu'ils avaient eu un exclu. C'est un club où il y a pas beaucoup de stars, mais il y a quelques joueurs africains, notamment le gardien, Samassa, le malien. Il y a aussi Moustapha Yatabare au poste d'avant-centre, aussi un malien. Et puis également en défense, Apid Dongoye, le gabonais. Donc pas beaucoup de joueurs étrangers, beaucoup de joueurs turcs, ce qui n'est pas le cas des grands joueurs stambouliotes, mais quelques joueurs africains. Et à l'arrivée, un leader du championnat turc qui pourrait écrire l'histoire parce que c'est très rare que le championnat turc échappe à Beşiktaş, à Fenerbahçe ou à Galatasaray. Rémi Ngono. Sur ma page Facebook, Rémi Ngono officiel, doublé de mon coup franc, mon site, Ousmane Nian m'a proposé un carton rouge à la Fédération mauritanienne de football d'avoir retiré les photos d'une joueuse mauritanienne du nom de Morès juste parce que elle ne se voile pas. Donc maintenant, on oblige aux footballeuses de se voiler. Si elle ne sait pas voiler, eh bien on retire sa photo, et c'est pour ça que je dis que c'est quand même terrible. Il y a un proverbe africain qui dit on ne juge pas la poule par ses plumes, mais par ses œufs, c'est pour ça. Alejandro. Moi j'ai une brochette des cartons verts donnés par nos auditeurs, donc je vais aller vous vite. faites du Rémi Ngono. Voilà, j'ai fait du Rémi Ngono. Mais en direct. Mon brevet d'invention. Le brevet d'invention. Wilfried a ici carton vert à Adama Traoré de Wolverhampton, qui effectivement fait une très belle saison. Fait forte impression. Carton vert de Patrick Massikidi et de Mathias Sambini qui nous écoutent aux États-Unis pour le FC Nantes pour l'hommage à Salah. Bien. Gilles Tokam donne un carton vert à Griezmann et Fidel Diop un carton vert à la maman de Cristiano Ronaldo pour avoir donné vie à un tel phénomène. Et enfin, Kansal vous donne... il a bien écouté Mauricio Sarri. Oui, et Kansal vous donne un carton vert à vous pour ne pas avoir assis Xavier Barré à côté de Rémi Ngono et avoir ainsi pu préserver la sérénité des débat dans Radio Foot. Le carton de Radio Foot International, eh bien, c'est un carton vert qui va au rouge, aux Reds. Liverpool est non seulement l'équipe exemplaire à tout point de vue actuellement, et vous le savez, qui a, en plus d'aligner les victoires, accumule les points et est en tête du championnat, mais surtout, cette équipe de Liverpool est championne d'Europe du fair play. Alors, c'est un calcul savant, vous connaissez déjà, on vous en parle de temps à autre, nos amis de l'Observatoire du football, qui sont basés à Neuchâtel, qui sont des Suisses, le CIES, mais en mettant et en additionnant tout, les fautes, les minutes et tout ça, Liverpool commet le moins de fautes de 13 championnats, je crois, européens. En plus, c'est pas calculé sur les 5 grands championnats. Ils commettent 8,1 fautes en 90 minutes. C'est épatant, hein, Marc? C'est très peu, surtout. Bah oui. Très peu. Barcelone, qui est assez loin dans le classement, mais Barcelone, par exemple, en commet 10,95 par match. La Juventus et l'OM, 13,6 par match. Donc, c'est... Donc le Real ne commet pas de faute? Alors le Real, je l'ai pas trouvé dans mon classement. Ils sont trop loin. Mais je crois qu'ils sont encore plus loin. C'est encore plus loin. Mais surtout. Entre Valverde, Casemiro, si, je crois que Ramos, ils sont assurés d'avoir. Valverde, il a eu son quota. Valverde, c'est bon. Arturo Vidal, lui seul. J'ai pas le classement du Real. Excusez-moi, Rémi. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire peut-être, c'est qu'on peut résumer à l'esprit de Klopp. On gagne, on ne se résigne jamais, et en plus, on ne triche pas. C'est quand même pas mal, hein, pour un très grand entraîneur qui est Klopp, qui file vers le prix de champion d'Angleterre.
Voilà. Je le chercherai, Rémi, c'est promis. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci d'avoir animé ce Café des Sports avec moi. Merci à David Finzel qui, évidemment, et tout au long de la semaine, m'a aidé à préparer l'émission. Merci aussi à Pierre Guérin que vous entendez sur l'antenne, même si vous n'y prêtez pas attention. C'est notre traducteur officiel. Il y a aussi Laurent Salerno, le maestro, à la réalisation. Et puis aujourd'hui, Souel Kedir était là, bien sûr, avec Romain Ferret pour la réalisation vidéo. Et on vous dit à lundi. En attendant, écoutez Mondial Sport. Prenez vos smartphones et captez le ressenti des anciens sur les conséquences des changements environnementaux et climatiques. Envoyez vite vos vidéos de 2 minutes maximum à concours.hiphop.network. Vous avez jusqu'au 15 mars pour participer et tenter de gagner 3 séjours en France. Le grand gagnant sera invité à Paris dans les locaux de France Média Monde et de l'IRD. Alors, à vous de jouer. Le coq chante, Sayouba Traoré. Le village de Kra-Lamar en Mauritanie fait partie de la zone d'intervention du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, un projet qui couvre 6 pays d'Afrique, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Sénégal, Niger et Tchad. En tout, 2 070 000 bénéficiaires directs, dont 30% de femmes. Le coq chante, Sayouba Traoré. Dimanche, à partir de 15h10 TU. RFI. RFI Musique.